Ça marche, parfait. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter rapidement ce travail issu de ma thèse. Donc, plus précurseur que transgresseur, l'expérience des médecins généralistes primo-prescripteurs, primo-prescriptrices de testostérone pour les personnes trans en France. Je n'ai pas d'intérêt financier et je suis membre du réseau de santé trans, le REST, qui réunit des professionnels de santé, des patients, patientes et des associations. L'introduction, je vais passer très vite puisqu'on en a déjà parlé. Le contexte général est celui d'une dépathologisation avec le changement des classifications internationales qui montrent que désormais, être trans n'est plus considéré comme une maladie mentale. Néanmoins, la population trans, qui est diversifiée, reste vulnérabilisée. Elle peut subir de la précarité, des discriminations et a des surrisques, principalement en santé mentale et sexuelle, comme on l'a déjà vu. Toujours la question de la proportion de personnes trans. En fait, les estimations sont extrêmement différentes selon si on se base sur les chiffres des systèmes de santé ou sur les autoquestionnaires en population. Les autoquestionnaires en population les plus récents montrent que jusqu'à 2,5% des adultes se disent trans ou non conformes de genre. Donc, en effet, ce n'est pas un sujet anecdotique. Il y a donc une demande grandissante de soins, on l'a déjà vu, et un accès aux soins qui reste très difficile. Depuis une décennie environ, il y a un renouveau des acteurs avec une meilleure reconnaissance donc, du rôle des soins primaires, comme on en a déjà parlé, de la place de l'autodétermination des personnes trans, plutôt que de devoir poser des diagnostics, etc., puisque ce n'est pas une maladie. Voilà. Et il y a une réflexion sur la réorganisation du parcours de soins en cours en France avec une nouvelle reco-HAS qui devrait sortir début 2025. La question qui nous occupe plus précisément, c'est celle de la primo-prescription de testostérone, puisqu'en fait, il faut savoir qu'en France, la prescription initiale de testostérone est interdite aux médecins généralistes. Elle est restreinte à certains spécialistes et le MedG n'a le droit que de la renouveler, probablement car la testostérone est considérée comme un produit potentiellement dopant. Les MedG sont donc face à des personnes trans en demande de soins qui encourent des risques et des surrisques de santé, qui pourraient être améliorés par l'hormonothérapie, mais qui n'ont pas de moyens d'obtenir une prescription pour débuter une transition hormonale. Donc dans ce contexte, certains médecins généralistes décident de primo-prescrire de la testostérone pour les personnes trans contre la réglementation en vigueur. L'objectif de cette étude était donc d'explorer leur expérience, leur vécu, le sens qu'ils donnent à cette pratique. La méthode, je vais passer très vite, c'était une étude quali. J'ai réalisé en 2022-2023 des entretiens avec 9 médecins généralistes qui avaient réalisé plus d'une primo-prescription de thé à des personnes trans. C'était une méthodologie IPA avec une triangulation partielle, donc un double codage. Évidemment, vu le sujet très sensible d'une pratique interdite, une attention particulière sur la confidentialité et l'anonymisation des interrogés. Et des outils réflexifs utilisés tout au long du travail, car mes directrices de thèse et moi étions impliquées de longue date dans le champ de la santé trans, donc pour essayer de faire la part des choses entre militantisme présupposé et remontée du terrain. Les résultats. Donc il y a eu 8 entretiens avec 9 participants, car 2 d'entre eux ont voulu être interrogés à 2. Une durée moyenne d'1h34, les entretiens allaient d'1h à 2h10. Une exception près, ils étaient tous face à face, en présentiel. Et pour la description des participants, donc je ne vais pas détailler, simplement on retrouve bien la diversité qu'on avait recherchée pour l'échantillon en termes de région de France, mode d'exercice, lieu d'exercice, ancienneté d'exercice, mais aussi une diversité en termes d'orientation sexuelle et d'identité de genre parmi les professionnels de santé interrogés. Et on peut quand même noter que tous les médecins interrogés avaient une part importante de patients trans dans leur patientèle, donc entre 10 et 30% pour la plupart d'entre eux. Donc, les résultats, je vais passer rapidement parce que c'est dense. Je ne vais pas lire tous les verbatim, ils seront quand même affichés, vous aurez le temps de les regarder, peut-être. Voilà. Donc, le premier grand résultat qui émane du terrain, c'est que les médecins généralistes expliquent cette pratique comme un impératif éthique, une responsabilité déontologique. Pour eux, c'est leur responsabilité de répondre à la demande de soins d'une population discriminée. En effet, après avoir été sensibilisés à la situation des personnes trans, reçu des premières formations, des premiers patients trans, ils se rendent compte que les parcours qui leur sont proposés pour les transitions sont soit inaccessibles, par exemple sur leur territoire, soit maltraitants, soit avec des délais extrêmement longs, qui sont parfois incompatibles avec des problèmes de santé mentale aigus, comme des risques suicidaires. Et que des personnes trans qui n'ont pas d'autres solutions se tournent parfois vers l'automédication avec des problèmes de partage de produits qui sont parfois pas très sécurisés.
Donc, dans ce contexte, les médecins généralistes, dans une optique de réduction des risques, décident de proposer une prise en soin en accord avec leurs valeurs, qui sont celles de dépathologisation et d'autodétermination. Ensuite, il s'agit pour ces médecins donc, de faire primer le légitime sur le légal. Pour eux, c'est une transgression réfléchie. Ils soulignent qu'ils n'agissent pas à la légère, par ignorance ou par complaisance, mais qu'ils s'appuient sur la littérature scientifique. Que l'interdiction de primo-prescription de testostérone pour les med-G est absurde, puisqu'on a bien le droit de prescrire des œstrogènes, donc pourquoi on ne pourrait pas prescrire de la testo, qu'elle est illégitime, voire qu'elle serait expliquée par des mépris à l'égard des médecins généralistes. Et donc, ils choisissent de transgresser cet interdit, mais paradoxalement, au nom de la déontologie et de la justice, c'est quelque chose qui revient souvent. Pour eux, ce qui est écrit dans la loi n'est pas juste, il faut faire ce qui est juste, et c'est l'intérêt du patient qui doit passer en premier. Donc ces médecins se décrivent comme engagés, ils citent des références historiques qui sont très fortes, en particulier la lutte pour la légalisation de l'IVG. Ils y voient un parallèle non seulement parce que c'était une pratique d'abord interdite que certains médecins pratiquaient quand même, mais aussi parce que selon elles et eux, ça repose sur les mêmes principes, celui de la libre disposition de son corps, et l'idée qu'il est justifié de délivrer un soin, qui peut donc avoir des effets indésirables, sans contexte de pathologie, pour accompagner les choix de vie d'une personne. C'est la suite logique pour eux, cette primo-prescription, c'est la suite logique pour ces médecins de leurs engagements passés et présents. Ils ont souvent suivi des populations stigmatisées, que ce soit des personnes migrantes, des personnes vivant avec le VIH, des usagères, usagers de drogue, et ils se définissent comme des médecins engagés pour l'équité. Ils se voient comme des acteurs et des actrices du changement social, par leur pratique clinique et aussi par la formation à la recherche. La plupart sont engagés en fait, dans la formation à la recherche. Certains se disent militants, revendiquent même un soin politique ou révolutionnaire, et d'autres préfèrent tenir à distance plutôt cette étiquette de militantisme. Une autre facette de leur expérience est que parfois, ils font l'expérience de travailler dans la crainte et sous la menace. Premièrement, même s'ils ont reçu des formations, ils ressentent surtout au début un sentiment d'illégitimité, la peur de mal faire, le syndrome de l'imposteur, que certains appellent même le complexe du généraliste, ce qui en général part au moins en partie avec l'expérience. Ils ont peur aussi de dénonciation et de mise en cause auprès de l'ordre que certains ont déjà vécu, de la part de proches de personnes trans qu'ils ont aidé à transitionner ou de la part de confrères et consoeurs spécialistes. Quand ils constatent que des instances faites pour défendre les bonnes pratiques professionnelles et l'intérêt des patients ne font pas leur travail, voire les attaquent au lieu de les soutenir, ils trouvent qu'il y a un renversement des valeurs, voire même une faillite des institutions. Ils s'inquiètent aussi de harcèlement, que certains vivent déjà, de familles de patients trans ou de groupes de lobbying qui répandent la désinformation, par exemple, sur la transition des mineurs. Face à ces facteurs déstabilisants, ils construisent des facteurs protecteurs. Principalement, ils créent ou ils rejoignent des collectifs, donc antidote contre la peur et l'isolement, et aussi une réponse aux carences institutionnelles, puisque certains de ces collectifs jouent le rôle de groupes d'échange de pratiques, sociétés savantes alternatives, etc. C'est aussi un geste militant parce que ces collectifs sont toujours la réunion de plusieurs professions de santé, aussi d'usagères et aussi d'associations. Donc ce ne sont jamais des collectifs que de médecins. Ce qu'ils vivent à travers cette pratique de primo-prescription de testostérone, c'est la co-construction d'un soin différent qui est marqué par le partage du pouvoir. Là où pourtant l'asymétrie de pouvoir est particulièrement forte pour une personne trans qui ressent une urgence à débuter une transition et qui dépend un peu du bon vouloir d'un médecin pour obtenir une ordonnance, les médecins généralistes font tout pour installer une alliance et un partenariat et redonner une place de sujet aux personnes trans qui ont trop souvent été des objets pour la médecine. L'initiation de l'hormonothérapie est un parfait exemple de décision médicale partagée, voire en est un cas limite si on considère que le médecin doit surtout être un facilitateur. Et donc, ces med-G s'opposaient au modèle de gatekeeping que représente la figure traditionnelle du médecin. Il y a aussi un échange des savoirs, puisque ces médecins généralistes reconnaissaient aux patients, donc non seulement le savoir expérientiel qu'ont tous les patients, mais aussi des savoirs scientifiques et une véritable expertise communautaire de la communauté trans. Il y a donc la démarche d'apprendre ensemble, ce qui implique pour le médecin d'accepter de redevenir débutant. L'initiation à la cogestion de l'hormonothérapie, c'est une approche centrée patient, je vais passer rapidement là-dessus. La transition, c'est par essence un phénomène biopsychosocial, donc on est obligé, pour bien faire, de faire un soin personnalisé à la carte, c'est dans les attentes des patients comme on l'a vu. Ce qui implique donc de prendre le temps d'écouter les patients, d'apprendre à les connaître, aussi leur vie, leurs préférences, ce qui pour les médecins interrogés est le cœur de métier de la med-G.
Et c'est justement pour ça, selon eux, que les MedG seraient les mieux placés pour être au centre du parcours de soins des personnes trans. Ils se disent ainsi être des militants de la médecine générale et des compétences de la médecine générale. Donc, alors que pour certains, on les assigne à une place de spécialistes un peu des transitions, à qui on commence à adresser des patients en second recours, etc., ils sont attachés à leur place de MedG et à la relation avec les patients qu'elle permet. Enfin, ils vivent cette pratique comme une source d'inspiration et de transformation. Ils la trouvent valorisante. Ils se sentent utiles et se savent précieux dans un contexte où rares sont les médecins qui acceptent d'initier des hormonothérapies pour les personnes trans. Malgré les menaces, le caractère chronophage, les situations difficiles des patients, ils parlent de leur joie, de leur fierté. Ils trouvent du sens à cette pratique dans une vie professionnelle qui est par ailleurs parfois en perte de sens. Je vais vous demander de conclure pour qu'on puisse avoir le temps des questions. Absolument. Donc, ils font l'expérience d'une transformation du modèle relationnel qui change l'ensemble de leur pratique avec tous leurs patients, avec un magnifique verbatim, donc que je ne lirai pas. Mais en gros, ce qu'ils apprennent avec les patients trans, en fait, change entièrement leur pratique, la figure du médecin qu'ils incarnent et leur approche du système de soins. Les forces et faiblesses, du coup, on va passer très très vite. En gros, c'est une étude originale avec des entretiens longs, un échantillon diversifié, mais sûrement toujours pas assez diversifié. Et en conclusion, on peut juger qu'il s'agit d'une pratique de précurseur vis-à-vis du parcours de soins des personnes trans, aussi vis-à-vis d'une figure du médecin qui est redéfinie par le partenariat plus égalitaire avec le patient à l'échelle individuelle comme systémique, et de nombreuses perspectives dont, du coup, je n'ai pas le temps de parler, mais dont on va peut-être parler ensemble. Est-ce que les MedG vont être au centre du parcours de soins des personnes trans? Quel cadre pour les prescriptions d'hormones? Et la perspective principale de promouvoir la recherche et la formation en partenariat avec les personnes concernées. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. On se laisse le temps des questions jusqu'à 10h03 pour pouvoir avoir le temps des autres présentations. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Lise Tecker, je suis chef de clinique au département de médecine générale de Créteil. Vous avez parlé de personnes qui étaient parfois mises en cause auprès de l'ordre. Ça peut se faire aussi peut-être par d'autres recours. À travers votre étude ou votre biblio ou vos lectures, quelles sont les conséquences en fait de ces mises en cause en pratique? Comment ça se passe quand une personne est dénoncée ou, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, merci de votre question. C'est assez intéressant parce qu'en fait, les médecins généralistes qui primo-prescrivent de la testostérone font quelque chose d'interdit. Donc, quelque part, c'est pas très étonnant qu'ils soient mis en cause, en tout cas pour donner des explications sur leur transgression. Néanmoins, c'est jamais pour ça, en fait, qu'ils sont mis en cause. C'est simplement, entre guillemets, pour avoir initié des transitions, que ça soit des médecins généralistes ou même des médecins spécialistes. Donc en fait, des choses qui sont tout à fait autorisées, comme prescrire des œstrogènes à une personne majeure qui souhaite transitionner. Il y a eu un changement aussi dans le temps. J'ai des médecins interrogés qui prescrivaient déjà il y a 15 ans, où ils avaient pu avoir des sanctions, des blâmes, des avertissements de la part de l'ordre pour en fait des choses dont on peut considérer que ce n'est pas interdit, voilà, avec des recours, etc., mais y compris des médecins spécialistes. Et maintenant, ça change un peu plus. Il y a un peu plus de débats dans les conseils départementaux et les conseils nationaux de l'ordre aussi, parce que quand les familles de patients trans majeurs sollicitent l'ordre, il y a quand même une grosse question sur est-ce que les médecins sont attaquables, en fait. Et c'est pour ça que ça, c'était une des perspectives dont je parlais, l'articulation de l'autodétermination des patients et de la responsabilité médico-légale des médecins. C'est quelque chose qui revient beaucoup. S'il n'y a pas de diagnostic à poser et que la personne est trans, donc on peut lui prescrire des hormones, du coup, est-ce qu'on est attaquable en tant que médecin pour l'avoir fait si ses parents, alors qu'elle est majeure, jugent que ce n'était pas une bonne idée? C'est des questions qui sont beaucoup en suspens et a priori, non, il n'y a pas de raison qu'on soit attaquable, mais c'est vrai que il y a quand même, au moins à l'ordre, ça va jusqu'à la conciliation au minimum. Donc les médecins que j'ai interrogés disaient que c'était très coûteux pour eux psychologiquement, avec beaucoup d'inquiétudes, le besoin de se défendre, de payer des avocats, de faire des mémoires pour expliquer en quoi c'était justifié, de faire à l'ordre des revues de la littérature scientifique pour dire que oui, en fait, c'était les bonnes pratiques que de prescrire rapidement et avec des sanctions qui restent, quand elles existent, symboliques, mais un coût important au fait que je pense que
tout n'est pas encore adapté à des pratiques en fait en accord avec les données de la science. Et je pense que c'est en train de changer avec, dans certains endroits, des conseils départementaux de l'ordre qui essayent de se former justement aussi sur en fait, que font les médecins, que dire aux familles si elles les sollicitent, voilà, ce genre de choses. Bonjour, Lucille Angélery, je suis médecin installée dans un grand désert médical dans l'Eure. Et merci beaucoup pour ce sujet parce que j'avoue que je me sens moins seule. Moi, je suis primo-prescriptrice de testostérone. Pas de problème, c'est assumé, c'est su par le Conseil de l'Ordre. Mais en fait, voilà, le premier endocrinologue est à 1h15 de route de mon cabinet et c'est un endocrinologue qui est transphobe, donc c'est un petit peu problématique. Bien sûr. Et en fait, si ça peut vous aider, il y a une astuce moi que j'ai utilisée pour un petit peu me protéger, même si en soi ça sert à rien devant un juge, mais c'est de demander un avis sur Omnidoc. Si vous connaissez pas cette plateforme, c'est gratuit et du coup moi je demande un avis à un endocrino pour justement couvrir un peu ma primo-prescription, mais souvent, c'est des patients qui viennent me voir parce qu'ils savent que je fais du suivi de personnes trans et qui commandent de la testo sur Internet depuis des années. Donc, en soi, bien sûr, voilà, je ne m'engage pas à grand-chose d'un point de vue médical, c'est juste ma responsabilité. Et la question que je me posais, c'est est-ce que dans la reco la reco HAS qu'on attend depuis un peu trop longtemps, là. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui est prévu dedans? Est-ce que vous savez s'il va y avoir une mise à jour justement sur les conditions de prescription des hormones et de la testo? Normalement, c'est confidentiel ce qu'il y a dans la reco HAS, donc je ne sais pas tout. Voilà, je crois qu'elle est en relecture, donc elle devrait quand même, elle a un an de retard là, mais elle devrait quand même sortir début 2025. Je ne sais pas s'il y a précisément quelque chose là-dessus, mais en fait, la prescription restreinte, c'est de la législation, enfin de la réglementation de l'ANSM. Donc en fait, même si la HAS disait il faut mettre les généralistes au centre du parcours de soins, ils ont le droit d'initier des hormonothérapies, ce qui je suis pas sûre que ça va être dit, mais bon voilà, il y aurait toujours la prescription restreinte. Il faut qu'il y ait un changement en fait au niveau de l'ANSM. Il y a des pourparlers avec l'ANSM, mais à ma connaissance, c'est pas prévu dans l'immédiat qu'il y ait une autorisation de la primo-prescription de testostérone par les médecins généralistes. Ça gêne aussi pour la prescription de contraception masculine avec la testostérone, ça gêne pour pas mal de choses, mais je pense que ça va finir par changer, mais pour l'instant, je ne suis pas sûre que la réglementation va changer dans l'immédiat. Et il y a souvent des problèmes de délivrance avec les pharmacies, ou quand les médecins généralistes font la première ordonnance, des pharmaciens peuvent demander à avoir une ordonnance initiale de spécialiste, qu'on n'a pas forcément, et donc ça peut... Voilà, il y a des endocs bienveillants, en effet, quand on fait partie d'un réseau de soins ou autre, on sait vers qui orienter, ou à qui demander une première ordonnance, et ensuite faire genre on la renouvelle, quoi. Bon. Voilà. Exactement, c'est ça. Je vais vous frustrer. On va prendre une toute dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis interne à Rouen, je m'appelle Virgile. Je voulais vous poser la question dans un intérêt de bienveillance envers le patient. Est-ce qu'il y a des critères de sécurisation de sa prescription de testostérone? Parce que, en fait, moi, personnellement, j'aurais peur de mal faire, en fait, de prescrire alors que c'était peut-être pas la bonne réponse à ce qu'il avait besoin. Et puis de même, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications, des choses comme ça, comment bien le suivre, ce genre de choses? Alors, merci de ta question. Si, bien sûr, il y a des contre-indications et des paramètres biologiques à surveiller, par exemple, après, c'est des choses assez simples. Comme on l'a dit et redit, en fait, on peut se former, s'auto-former ou se former avec une association. Par exemple, le réseau de santé trans fait des formations à la prescription de l'hormonothérapie pour les médecins généralistes qui reprennent justement, en gros, les principales contre-indications, que ce soit pour les œstrogènes ou la testostérone. En vrai, il y en a très peu. Les dosages biologiques à faire à l'instauration et ensuite en suivi, c'est des choses assez simples. En vrai, pour la testo, il faut vérifier le foie et la polyglobulie. Et pour les œstros, il y a aussi le foie et puis le risque thromboembolique. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple que de gérer un diabète ou de gérer plein d'autres choses, quoi. Donc, bien sûr, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi sans formation parce que, voilà. Mais par contre, on peut se former assez simplement. Et acquérir, comme pour tous les autres suivis qu'on apprend en fait, de l'expérience en
côtoyant justement des gens dans des réseaux de soins, éventuellement en allant doubler des consultations, en suivant des formations, et après on se sent prêt à prescrire sans avoir peur, parce qu'en fait on se sent au clair sur quand prescrire et comment prescrire, les doses, la poso, les trucs, voilà. Alors, bien sûr, il y a des données, il y a des études sur les risques en santé mentale, la satisfaction de l'hormono, éventuellement des thérapies, des chirurgies. Enfin, il y a plein de types de chirurgies, donc il n'y a pas vraiment de réponse univoque. Après, je pense que c'est un peu la question fondamentale de l'autodétermination. Et ça, on le voyait aussi quand on a autorisé l'IVG, par exemple. Normalement, l'IVG, en fait, c'est la décision de la patiente, de la personne enceinte. Ça ne doit pas être la décision du médecin. En fait, au début, quand on a autorisé l'IVG, les médecins étaient quand même dans une ambiguïté de se dire c'est pas à moi de décider, mais je voudrais quand même m'assurer que la personne elle a bien réfléchi, qu'elle a bien compris ce que c'était, que quand même elle a des effets indésirables, etc. Je pense là, c'est un peu pareil. Il va falloir qu'on s'habitue au fait que la transidentité est une autodétermination et que donc, si la personne dit qu'elle est trans et qu'elle veut des hormones, en fait, pour moi, elle a le droit d'avoir des hormones. Voilà. Après, évidemment, on peut lui proposer un accompagnement comme toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés si il ou elle le souhaite. Mais je pense qu'en effet, ça nous fait sortir de notre position habituelle de médecin. Et c'est aussi ça, justement, que disaient les médecins interrogés. C'est que ça fait prendre conscience du fait qu'en fait, on est plus... je cherche mon grand verbatim. Voilà, qu'on est vraiment au service de la personne. Et qu'en fait, on n'est pas forcément là pour décider de tout, et que la décision, c'est ce que disait, la décision ne nous appartient pas forcément. Donc ça, je pense qu'il y a une partie, il faut lâcher prise et se dire, en fait, c'est de l'autodétermination, et ce n'est pas à moi de poser un diagnostic. Et après, le reste s'acquiert avec la formation et l'expérience et le compagnonnage avec d'autres médecins et d'autres patients et les associations, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup.